Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Abdelhadjil Lajomri qui est à Conakry dans le cadre des 72 heures du livre. Nous sommes venus à sa rencontre quand nous parlons du Maroc aux heures françaises. Je crois que le bâton a été bien rendu. Merci donc de nous recevoir dans votre émission. Lajomri, qui a été le fondateur donc, du département de langue et littérature française à l'Université d'Éphèse. Il a été aussi directeur de l'école normale supérieure de Rabat, puis doyen, le premier doyen d'ailleurs de la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Mohamed V. Et il fut encore directeur du collège royal de Rabat. Vous êtes membre du bureau du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. C'est un conseil très important où vous présidez donc la commission permanente des curricula, programmes, formation et outils didactiques. Aujourd'hui, docteur honoris causa du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, vous avez une thèse que vous avez soutenue, l'image du royaume du Maroc dans la littérature française, de Loti à Monterland. Oui. Et vous êtes sur ce plateau aujourd'hui en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, une académie très très importante. Merci d'avoir accepté de nous recevoir lors de votre passage à Conakry. C'est un accueil qui me touche énormément et je suis très très ému, d'autant plus que je suis venu il y a une vingtaine d'années en Guinée et j'ai dû partir précipitamment. Mais le peu de temps que j'avais passé à Conakry m'a suffi pour aimer la Guinée et pour aimer Conakry. Et dans mon parcours, j'avais comme un désir de Guinée, le désir de revenir un jour. Et la chance a voulu que 72 heures du livre, je reçois le commissaire principal à l'Académie du Royaume et qu'il m'invite de venir ici. Ça a été l'occasion de réaliser ce rêve. Et le rêve a été, si vous voulez, accentué par cette distinction de d'honoris causa que je ne mérite ou je ne mérite pas. Vous le méritez amplement. Et j'ai été très, très ému. Très ému, d'autant plus que j'ai été en même temps accueilli dans une toute petite école, dans des quartiers les plus populaire de Conakry et dans laquelle nous avons discuté un peu sur l'éducation et cette rencontre a été une rencontre émouvante où on m'a parlé de jeunes Guinéens qui vont passer leur baccalauréat cette année dans cette école modeste et j'ai pris la liberté de vouloir les inviter, les brillantes parmi eux ou parmi elles à rencontrer nos brillants jeunes Marocains à l'Académie. Voilà, donc c'était ce moment-là qui est pour moi un moment extrêmement émouvant. Pour ce qui est de cette thèse, si vous voulez, j'ai une dette vis-à-vis de l'Afrique. Parce que cette thèse m'a été inspirée par un Africain qui s'appelle le professeur Léon Fanoud Sifer, et qui a fait une thèse sur le mythe du nègre dans la littérature française de 1800 à nos jours, dans laquelle il détruit tous les mythes, tous les stéréotypes, toutes ces images négatives que Pierre Loti, dans le roman d'Inspaï, a développées sur l'Afrique. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas un peu la même chose en étendant cela et en essayant de faire une lecture de la littérature française de Montaigne jusqu'à Henri de Monterland pour voir comment tous ces grands écrivains que nous avons dans nos manuels, comment ils nous ont vus, comment ils nous ont décrits. Et je peux vous assurer que la rencontre n'a pas été très agréable et que je me suis dit il va falloir démontrer que tout grand écrivain a parfois des limites dans sa création et que son subconscient est dominé par un certain nombre de stéréotypes qu'il faut détruire. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Il y a un cliché, c'est un cliché il y a
plus que des clichés. Oui. Il y a même parfois même ils s'immiscent pour essayer de découvrir l'âme. L'âme, ils parlent de l'âme marocaine comme ils ont parlé de l'âme africaine, tout en n'essayant pas de connaître exactement ce qu'est la société africaine. C'est à la fois, si vous voulez, très superficiel, mais en même temps, si vous l'avez remarqué, jusqu'à nos jours, ces stéréotypes sont des stéréotypes toujours permanents. Et quand il y a, par exemple, disons en France ou ailleurs, quelqu'un qui fait un crime, automatiquement, je ne sais pas pourquoi, on l'octroie à quelqu'un qui serait soit arabe, soit africain. Tout cela vient de ces stéréotypes et c'est ce travail-là que j'ai essayé de détruire. Et est-ce que pouvez-vous nous parler de la genèse et des perspectives de le Maroc des heures françaises? Pourquoi le Maroc des heures françaises? Pourquoi spécifiquement des heures françaises? Je vais vous dire, c'est très simple. Ouais. C'est une toute petite revanche. Ah, d'accord. Parce que il y a des auteurs coloniaux qui ont écrit des livres sur le Maroc. Ce sont les frères Tarot. Peut-être que probablement ils ont dû écrire aussi sur l'Afrique. Les frères Tarot, et dont ils ont écrit une trilogie dont une œuvre de cette trilogie s'appelle Rabat ou les heures marocaines. Alors je me suis dit, mais pourquoi? Eux, ils ont écrit Rabat ou les heures marocaines. Je vais moi essayer dans la littérature française de trouver le Maroc des heures françaises. Des heures françaises. Voilà. Le retour de la bergerie. Le retour justement, effectivement, oui. est de montrer comment eux, dans le Rabat ou les heures marocaines, ils ont décrit une société marocaine qu'ils ont décrit d'une manière tout à fait stéréotypée. J'ai essayé de retrouver tous ces stéréotypes dans la littérature française et c'est pour ça que j'ai appelé le Maroc des heures françaises. Ben, belle réplique, j'appellerais ça la réplique, hein, parce que... Moi j'ai appelé revanche, mais... La revanche, la réplique, je crois que c'est une belle... Monsieur Lamjuri, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc. Cette institution aussi importante au Maroc, présentez-nous, parlez-nous de cette institution. Cette institution, l'Académie du Royaume du Maroc, est une institution prestigieuse qui a été voulue par Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, et qu'il a créée en 1976. Et cette académie reçoit 30 membres marocains et 30 correspondants étrangers. Et le choix est fait parmi les éminents intellectuels, écrivains, hommes d'action, qui ont rendu un grand service à leur pays. Les correspondants étrangers sont aussi des grands personnages. Comme vous l'avez vu, nous avons distribué un petit tract dans lequel on cite, nous avions Léopold Sédar Senghor, le président Ahidjo, le Monseigneur Cambin, nous avons eu un certain Makhtar Mbo, qui est donc l'ancien président, tout un ensemble de personnalités, certaines d'entre elles africaines, d'autres des différents pays du monde. Et cette institution se réunissait 1 à 2 fois par an pour traiter un des problèmes du monde, Ça a duré pendant tout le règne de Sa Majesté Hassan II. Sa Majesté actuelle, jeune, dynamique, entreprenant, ayant une autre vision des choses, a souhaité que cette académie, qui était une académie fermée, s'ouvre. Et s'ouvre justement à un plus grand nombre de publics, un peu comme ce que fait le Collège de France. Okay. C'est-à-dire avoir des chaires, des colloques ouverts en particulier aux doctorants des universités pour essayer de les faire rencontrer avec des grands intellectuels. Nous avons fait une grande session sur l'Afrique comme horizon de pensée. Nous avons fait une session comme l'Amérique latine comme horizon de pensée. Nous avons fait les pays de l'Extrême-Orient comme horizon de pensée. Et
Et la semaine prochaine, enfin le mois de prochain, nous allons faire la Méditerranée comme horizon de pensée. Vous voyez actuellement que la Méditerranée pose d'énormes problèmes. Oui, exactement. Et j'ai tenu à inviter nos amis de Guinée, les recteurs, tout un ensemble d'intellectuels à participer avec nous à cette session qui aura lieu au mois de mai, que nous créons à l'Académie. Et pour ce qui est de l'académique, c'est très important. Okay. Vous savez que c'est un auteur sénégalais qui a eu le Goncourt cette année et que le Goncourt est basé sur une œuvre importante, fondamentale en Afrique, qui est le devoir de violence de Yango Ologomène, lequel auteur a été maltraité par l'opinion française et par les critiques françaises. Et un des actes les plus importants, c'est que nous faisons le 16 mai un colloque de réhabilitation de l'œuvre de Yango Ologomène, le devoir de violence, parce que c'est une œuvre fabuleuse, une œuvre extraordinaire qui devrait être connue, réhabilitée, pour montrer qu'il a été victime justement d'un traitement qui n'était pas un traitement tout à fait honorable pour les critiques littéraires. Aujourd'hui, vous avez, comme vous avez dit, le roi Hassan, le roi actuel, Mohamed VI. Mohamed VI a voulu que cette académie soit une académie ouverte. Oui, c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, quel est ce nouveau partenariat que vous voulez établir donc entre l'Académie du Maroc et les universités africaines? D'abord, l'Académie n'est pas restée une seule institution. Okay. L'Académie s'est transformée par la loi qu'a voulu Sa Majesté, que Dieu l'assiste, par 4 institutions. La première institution, c'est l'Institut royal de l'histoire du Maroc. Parce qu'actuellement, nous devons connaître notre histoire et l'écrire d'une manière qui est absolument objective. D'ailleurs, c'est même le problème de l'Afrique. Ouais. Et donc nous allons étendre, nous avons des relations historiques très importantes, qui remontent à l'ancien temps avec l'Afrique. Et donc là, nous allons engager une relecture de tout, d'ailleurs, de tous les manuels scolaires, par exemple, sur l'histoire. Tout à l'heure, j'ai invité... Parce que quand on constate qu'en Afrique, le plus souvent, nous avons de grands écrivains sur le continent, mais l'utilisation des ouvrages de ces grands... ne se font pas. Ne se font pas. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le centre est toujours considéré en Europe, et nous, considéré comme la périphérie. Ouais. Moi, j'essaie dans la chaire de montrer qu'il n'y a ni centre, ni périphérie, et que nous sommes tous dans le centre et la périphérie, et que justement cette chaire est offerte pour faire connaître les écrivains. Deuxièmement, que l'édition se fasse aussi de l'Afrique. Je trouve que l'idée de l'Harmattan Guinée est une bonne idée, que les éditions et les publications se fassent en Afrique pour aller vers l'Europe, et que nous démontrions aussi que nous sommes en mesure de publier de grandes œuvres. Ça, c'est le premier. La deuxième institut serait la haute instance de traduction. Nous n'avons pas beaucoup d'œuvres traduites d'Afrique. Oui. Nous aimerions bien, il y a eu des œuvres qui ont été écrites en Wolof ou dans d'autres langues. Il serait intéressant que nous les traduisions et que nous les connaissions chez nous, comme il y a des œuvres qui chez nous ne sont pas connues ici. Donc la haute instance de traduction aurait cette vision, ce but de faire de la grande diffusion des productions littéraires. L'autre institut, c'est l'Institut académique des arts. Okay. Et l'Institut académique des arts serait le lieu à la fois de la réflexion sur les arts, mais en même temps de l'organisation d'une connaissance des arts africaines. Je vous donnerai des exemples. Quand on a eu l'occasion d'organiser un grand festival qui s'appelle Mawazine, nous avons invité les Dogons. Et les Dogons dans Super danse du Mali. Super danse du Mali. En plein Rabat, on séduit tout le grand public.
Nous avons fait venir les tambours royaux du Burundi, qui ont fait vibrer aussi. Nous avons fait écouter la kora par tout un ensemble. Et surtout, nous avons invité, regretté Ousmane Sow, le grand sculpteur sénégalais, qui a montré comment, à partir de l'Afrique, il a créé une œuvre universelle qui a marqué la sculpture et l'art africain. C'est dans ce sens que nous souhaitons, et c'est ce matin, je l'ai dit à l'université, que cette chaire soit la chaire africaine, que c'est votre chaire, d'abord avec nous les Guinéens, parce que j'ai un attachement particulier avec la Guinée, et ensuite pour les autres pays africains. La problématique aujourd'hui au niveau africain, c'est la production et la diffusion de la littérature africaine. Justement. Voilà. Justement. Est-ce qu'au niveau de l'académie, il y a des solutions qui sont en phase d'être... C'est la raison de la création de cette chaire. Et c'est en même temps, nous allons engager des études de faisabilité pour faire en sorte comment nous allons essayer de faire diffuser la pensée et les écrits et les œuvres, et faire connaître les œuvres. Tout à l'heure, je discutais avec notre ambassadeur qui a un grand projet dans ce sens. Et nous sommes faits pour que cette diffusion soit la plus grande possible. D'autant plus que nous créons à Rabat, dans un quartier patrimonial magnifique qui est au bord de la mer, qui s'appelle les Oudaya, 2 maisons d'artistes où nous allons inviter en priorité les artistes africains et en priorité les Guinéens. Waouh. Voilà. Mesdames et messieurs, vous le savez, vous l'avez bien entendu, monsieur, nous sommes donc en compagnie de monsieur Abdelagil Lajomri, j'y arriverai, Lajomri, un amoureux de la formation, un amoureux de l'éducation, un amoureux de la richesse scientifique. Vous qui avez œuvré pendant tant d'années pour la promotion, pour la formation, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une stratégie commune au niveau africain pour établir une formation pour éviter, bien entendu, ces stéréotypes des clichés que nous avons connus, que vous avez retournés après? Absolument. Moi, je suis persuadé d'une chose. La première des choses, c'est la formation des maîtres, la formation des instituteurs. Ensuite, il y a les programmes à mettre en œuvre, les méthodologies. Et surtout que l'enseignement soit essentiellement pris en bas âge. Parce que un des grands problèmes que nous rencontrons, c'est que nous ignorons l'enseignement jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. C'est que nous accueillons on les laisse dans le domaine du privé ou dans les domaines, si vous voulez, des institutions religieuses ou des institutions du privé. Où les enfants entre l'âge de 2 ans et l'âge de 5 ans ne sont pas pris au monde. Or, tout se joue à ce moment-là. Il faut que nous formions déjà à ce niveau-là. Il faut que nous prenions conscience que le préscolaire est fondamental pour le développement. Donc la formation des enseignants, la formation du préscolaire, le règlement du problème épineux des langues, parce que c'est un des problèmes que nous rencontrons. Faut-il commencer par la langue maternelle et passer à la langue qui nous a été léguée par la période coloniale ou par d'autres situations? Faire des études linguistiques très importantes sur ce plan-là, essayer de trouver une méthodologie. Je suis persuadé que le champ est énorme, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 axes qui sont les axes sur lesquels doit se fonder une unité africaine. C'est l'éducation et la culture. On commence par l'éducation, par les cultures. Je suis sûr que dans l'avenir, l'unité africaine se fera.
Il est très important, il l'assure, il le confirme parce que c'est un expert en cette matière. Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. En quoi consiste donc? Quel est le rôle? Nous savons que c'est un organe consultatif, mais parlez-nous un peu de ce conseil-là. C'est un conseil consultatif, c'est un conseil qui a été un conseil voulu par la nouvelle constitution de 2011. C'est un conseil qui a réuni l'ensemble des acteurs de l'éducation et qui devait mettre en œuvre une loi sur l'éducation au Maroc. Pourquoi? Une loi qui engage les gouvernements, une loi qui engage les ministres qui viennent. Parce que le problème que nous avons rencontré depuis l'indépendance, c'est que les changements des ministres de l'éducation se faisaient souvent et que chaque ministre revient et vient avec sa réforme et qui vient transformer, si vous voulez, ce que l'autre a fait ou critiquer ce que l'autre a fait, mais il n'y avait pas une permanence au niveau de l'éducation. La loi, telle que ce Conseil l'a faite, est une loi qui est passée au Parlement et qui engage actuellement tout ministre, quel que soit le parti auquel il appartient au niveau des élections ou pas. Donc, très important, une durée, la permanence au niveau. Et ce Conseil supérieur a élaboré une loi générale qui permet, sur tous les plans, de donner aux ministres les grands axes. Surtout que Sa Majesté a aussi développé le nouveau plan de développement du pays. C'est une œuvre colossale qui a réuni, dans laquelle l'éducation est le centre, si vous voulez, de ce nouveau développement. Et ce conseil dont vous avez parlé est un conseil qui a joué un rôle important. Surtout le rôle pédagogique, les curricula, les programmes, les manuels, les méthodes et la formation des enseignants. On souhaiterait que ce conseil se démultiplie un peu dans d'autres pays africains parce que nous avons toujours tendance à copier, comme vous l'avez dit, l'héritage que nous ont cédé les colons. On aime parler de René Caillé, on aime parler... Oui. Voilà, on aime parler... Voilà. Là, il y a un petit décalage entre tout ce monde-là maintenant. Voilà. Nous les avons, nous les étudions, mais avec un esprit très éloigné et très distancié. Et quand nous parlons de René Caillé aux élèves, nous ne parlons pas comme nous, on nous a parlé au moment où nous étions à l'école. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Lajomri. Merci donc d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Comme nous savons bien, le Maroc, c'est la Guinée. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Le Maroc, c'est la Guinée. Et le Maroc, c'est la nation qui a hébergé ou accueilli le plus grand nombre d'étudiants guinéens ou même d'experts guinéens. Ouais, il m'est arrivé moi-même d'encadrer des jeunes lycéens il y a 20 ans, des jeunes lycéens qui doivent maintenant être des responsables dans le pays, dans leur scolarité et dans leur cursus éducatif. Et les Guinéens sont au Maroc, et je l'ai dit tout à l'heure à Madame l'ambassadrice, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, qu'au Maroc, vous trouverez toujours le pays qui non seulement vous accueille, mais qui est avec vous dans la fraternité et l'amitié indéfectible. C'est avec donc ce mot légendaire de la fraternité marocaine que nous allons donc vous dire au revoir. Merci de nous avoir acceptés. Vous étiez donc avec M. Lajomri. Il est le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc. Il était sur ce plateau de rencontre pour nous parler de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique. Merci. Et avec l'espoir de vous retrouver. Vous nous retrouvez tous les dimanches à partir de 18 h sur les antennes de la télévision nationale. Rediffusion le jeudi à 14 h 30. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt. Au revoir.